Bienvenue pour ce premier débat en direct pour l'édition 2020 de Finance Avenue. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui agite les marchés financiers depuis plusieurs mois maintenant. C'est bien sûr la pandémie, le nouveau coronavirus. Et avec moi pour en discuter, j'ai deux invités. D'abord à ma gauche, Monsieur Kepen, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste en chef chez CBC Bank. Et à ma droite, Olivier Poels, bonjour. Vous êtes stratégiste multi-actif chez BlackRock Belux. Alors, on va discuter coronavirus avec surtout l'annonce qu'on a eue cette semaine de Pfizer et son vaccin efficace à 90% contre le coronavirus. On a vu que les marchés financiers ont vivement réagi. Mais avant de discuter de cette annonce et de la réaction des marchés financiers, j'aimerais qu'on pose un peu un cadre autour de ce débat, qu'on prenne déjà un peu de recul et voir un peu ce qui s'est passé d'abord sur les 9 premiers mois de l'année. D'abord, un point de vue économique. Monsieur Kepent, c'est une crise sanitaire inédite. Est-ce que c'est aussi une crise économique inédite ? Alors, c'est une crise sanitaire inédite. Je l'ai comparée à un choc aussi violent qu'une guerre au niveau économique, ce qui est le seul point de comparaison qu'on peut avoir. Alors, ce qui est intéressant en tant que tel, c'est que c'est un double choc qu'une économie n'a jamais connu, c'est-à-dire un choc d'une part de la demande et un choc de l'offre. Et cette conjonction des deux éléments, on n'a jamais connu ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que quand on voit la chute qu'on a eue des produits intérieurs bruts en Europe ou aux États-Unis au deuxième trimestre, montre bien l'ampleur de cette crise. De cette crise sanitaire, on peut dire, oui, c'est une crise sanitaire qui est devenue, quelque part peut-être une crise économique, ou qui va devenir une crise économique. Pour le moment, comme on a eu dans la deuxième partie de l'année un effet de rattrapage, on a vu des hausses de PIB en Europe et aux États-Unis, comme on n'en avait jamais connu non plus. Donc on a eu un choc d'une violence inouïe, on a eu une réaction positive extrêmement forte dans un deuxième temps. La grande différence, je dirais, par rapport aux crises qu'on a connues dans le passé, et je vais prendre la comparaison par rapport à la crise 2008-2009 ou la crise de la dette en Europe, c'est qu'on a eu une réaction immédiate, effective, d'une part des banques centrales et d'autre part des États. On a une conjonction des éléments, des interventions des deux acteurs majeurs aujourd'hui, qui ont fait que cette crise, effectivement, qui aurait pu devenir une crise économique d'une énorme gravité, a été gérée et a permis d'amortir l'impact de cette crise sanitaire. Donc la réaction des États et des gouvernements, tirée de la leçon d'ailleurs de 2008-2009, c'est un élément fondamental. Je pense que cette crise a servi véritablement d'électrochoc pour prendre conscience comment dans une nouvelle crise on devait réagir. Et en particulier en Europe, on a levé tout ce qui était austérité. Quand on fait la comparaison, de nouveau, c'est intéressant de voir que à l'époque, la crise de la dette, on nous parlait d'austérité, de la nécessité de mettre en place des mesures d'austérité. Aujourd'hui, on a dit on doit soutenir, et même le Fonds monétaire international l'a dit, on doit soutenir absolument cette reprise de l'activité parce qu'on a un choc inédit que l'on n'a jamais eu, mais qui n'est pas à la base un choc économique. Oui, mais cette reprise n'a pas totalement effacé la chute de l'activité qu'on a connue au deuxième trimestre. Je dis bien un effet de rattrapage. Alors, on a un effet de rattrapage qui fait qu'effectivement, on terminera l'année sur des PIB négatifs pour l'ensemble de l'année. Et la deuxième vague, que certains n'attendaient pas, mais qui était quand même très prévisible au niveau sanitaire, il y avait quand même pas mal d'éléments qui faisaient penser qu'on avait ce risque-là, remet en question, évidemment, le scénario d'une reprise plus forte en 2021, qu'on l'avait estimé. C'est-à-dire que si on était resté dans une situation où on n'avait eu qu'une seule vague, on avait une reprise en 2021 assez forte globalement de l'économie, qui faisait qu'en 2 ou 3 ans, on revenait au niveau d'avant-crise. Aujourd'hui, avec la deuxième vague, on est retardé pratiquement d'1 an. On va en reparler de cette seconde vague. J'avais juste une dernière question par rapport à ce qui s'est passé pendant les 9 premiers mois de l'année. Quelles sont un peu les leçons qu'on a retenues de tout ce qui s'est passé et surtout, est-ce que ça a changé structurellement l'économie et le comportement des consommateurs ? Ça a changé beaucoup de choses. D'abord, la première chose, imaginons cette même crise sans les outils technologiques aujourd'hui, le télétravail. Donc tout ça a bouleversé, maintenant ça a bouleversé quelque chose qui existait déjà avant, qui était déjà en prémisse très fortement dans pas mal de sociétés. On a accéléré un processus qui était déjà en place. Donc il y a eu une accélération dans l'utilisation des nouvelles technologies, dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire faire des webinars, faire des présentations virtuelles, ça va devenir la norme. Ça va changer fondamentalement, je pense aussi, toutes les relations au niveau du travail, avec un impact fondamental aussi sur les bureaux physiques.
Et ça, on voit très très bien qu'il y a un énorme débat à ce niveau-là. Le deuxième grand changement qui, pour moi, est vraiment fondamental, ça va poser énormément de questions. Je ne parle pas d'économie, mais je parle aussi de l'enseignement. Ça pose un énorme débat sur le mode d'enseignement qu'on veut avoir dans les prochaines années. Et là, on n'était pas prêt. À contrario des entreprises, le monde de l'enseignement n'était pas du tout prêt. Et là, on a un vrai défi à relever. Ça pose la question, effectivement, des jeunes, c'est-à-dire de comment les jeunes vont se retrouver dans ce marché du travail. Ils ont un double choc, eux. Ils ont subi le choc au niveau des études, et aujourd'hui, ils ont un choc parce que l'arrivée sur le marché du travail va être très compliquée. Parce que soyons bien clairs, on a protégé globalement la population. Alors je dis bien, et je vais nuancer mes propos, c'est-à-dire qu'on a mis en place le gouvernement, ou les gouvernements ont mis en place énormément de mesures qui ont été des mesures de soutien pour les ménages, soutien pour les indépendants, soutien pour les entreprises. Et donc globalement, on peut dire que la population était protégée dans tous les sens du terme par rapport à cette crise, mais on va avoir les effets retard de l'abandon, ou en tout cas de la fin de toute une série de mesures qui vont se faire ressentir en 2021, c'est-à-dire augmentation des faillites et augmentation du chômage. On sait très bien que le chômage va beaucoup plus augmenter en 2021 qu'en 2020. Donc ça va être les leçons qu'on va devoir tirer, c'est comment est-ce que l'on va accompagner cette deuxième phase de la crise qui véritablement va être ressentie à ce moment-là par les ménages. On va reparler de 2021, mais j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse. Vu qu'on a parlé économie, parlons maintenant marché financier. Pour les 9 premiers mois de l'année, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés financiers et quelles leçons vous en tirez, M. Poels? Oui, je pense que 2020 a été une année remarquable pour les marchés financiers, avec d'abord au premier trimestre et surtout à la fin du premier trimestre l'immense crash à cause de la crise du corona, mais aussitôt un rebond remarquable des marchés financiers dans le deuxième et dans le troisième trimestre. Ce qui est le plus intéressant, selon nous, c'est qu'il y a eu une dispersion très importante entre les différents secteurs. Quand on regarde les performances depuis le début d'année, c'est les secteurs de la technologie, de la santé, qui ont en fait poussé les marchés vers le haut. Et de l'autre côté, il y a par exemple le secteur de l'énergie qui a largement sous-performé vis-à-vis de la moyenne des marchés. Et aussi d'un point de vue géographique, on voit quand même des énormes différences avec des marchés financiers qui ont été tirés vers le haut par exemple, la Chine ou les États-Unis, et l'Europe qui a largement sous-performé comparé à la moyenne mondiale. On va parler de ces différents secteurs que vous avez évoqués, mais je voulais juste faire un parallèle entre ce que M. Keppen a dit et vous. Est-ce que, d'un point de vue des marchés financiers, vous avez vécu la même chose que ce que vient de dire M. Keppen d'un point de vue économique, ou est-ce qu'il y a vraiment eu un gouffre de réaction entre l'économie et les marchés financiers? Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, en effet, je partage ce qui a été dit, que les marchés ont été soutenus par les actions des gouvernements, que ce soit sur le plan fiscal, mais aussi sur le plan monétaire, ce qui a aidé l'économie et bien sûr aussi les marchés financiers à regarder au-delà. Et je pense le deuxième point, c'est typiquement la façon dont les marchés financiers réagissent. Ils regardent au-delà, et donc vu ces mesures de soutien fiscal et monétaire, ils ont pris de l'avance peut-être sur la situation économique et regardent plus loin sur l'impact final après la crise du corona. Au niveau sectoriel, vous avez évoqué le cas du secteur technologique, dont on a beaucoup entendu parler, surtout ces derniers jours. On a eu cette surperformance de ce secteur. On l'a vu beaucoup à Wall Street, ce qui a permis au Nasdaq de retrouver son niveau d'avant-crise et même d'enregistrer de nouveaux records. Cette surperformance du secteur technologique, est-ce que, de un, vous l'attendiez? Et de deux, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle n'est pas exagérée? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Ce que le secteur technologique a vécu en 2020, ce n'est qu'une accélération des tendances qu'on a déjà vues avant la crise, les outils pour travailler de la maison, les outils pour faire des achats via Internet, ou aussi pour la consommation de divertissement. C'est des choses qui existaient déjà avant la crise. Ça a été accéléré pendant la crise, et on pense que c'est des choses qui vont bien sûr
continuer après la crise Covid-19. D'un point de vue de la valorisation, je pense que là, il y a deux choses à mentionner. Premièrement, le contexte de taux bas dans lequel on vit actuellement et qui va encore durer longtemps telle qu'elle est, a un avantage positif pour la valorisation des marchés financiers dans sa totalité, mais spécifiquement aussi pour le secteur de la technologie, car dans la valorisation des valeurs technologiques, on regarde bien sûr les bénéfices futurs, mais pour le secteur technologique, c'est surtout les bénéfices lointains qui sont importants. Et vu ces taux bas, ces bénéfices lointains ont une valeur plus importante. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, le secteur technologique, où la demande pour ces outils technologiques est drivée par les utilisateurs. C'est vraiment eux qui demandent d'avoir ces outils, qui veulent les utiliser. Donc cette demande va certainement pas diminuer en sortant de la crise du corona. Finalement, si je comprends bien, tant du point de vue économique que du point de vue des marchés financiers, ce qu'on a vu ces derniers mois, ce sont des tendances qui étaient déjà présentes, mais qui se sont simplement accélérées grâce, on va dire, entre guillemets, à la crise sanitaire et économique. Ces tendances, est-ce qu'elles vont perdurer par la suite ? Je pense que oui. Un exemple peut-être concret à donner, c'est ce qui s'est passé, si je peux le dire ainsi, entre les deux vagues. On a connu la première vague mars, avril, mai, et puis maintenant on se retrouve dans cette deuxième vague. Donc entre ces deux vagues, dans cette période de déconfinement, si on peut le dire ainsi, on a observé que certains trends, que ce soit technologiques, mais aussi sur le plan de la mobilité, on voit que certaines habitudes qui se sont créées sont restées inchangées pendant la période de déconfinement. Donc la société a mis en place certaines nouvelles habitudes pendant la première vague de la pandémie, et en fait, en sortant de cette première vague, ils ont continué à avoir ces mêmes habitudes, que ce soit acheter des biens via Internet ou, d'un point de vue mobilité, rester plus proche de son domicile. C'est des habitudes qui sont restées inchangées et qu'on pense qu'en sortant de la crise également, vont rester inchangées. Venons maintenant au présent, à ce qui s'est passé récemment, tant d'un point de vue marché financier que d'un point de vue économie. Point de vue économie, on a évoqué un peu ce qui s'est passé sur les 9 premiers mois de l'année, mais maintenant on est dans la seconde vague. Ça a bien sûr changé totalement vos prévisions. Absolument. Donc très clairement, on était dans un scénario où nous avons un scénario avec ce que j'appellerais un scénario de base avec une probabilité d'à peu près 55%. Dans ce scénario de base, on attendait clairement à une chute du PIB dans la zone européenne, si je prends l'Europe, conséquente, et ça va être confirmé. La bonne nouvelle, c'est que finalement, la période de déconfinement a été plus favorable qu'attendu, et donc finalement, on a légèrement revu nos prévisions pour l'année 2020. Alors c'est très léger, parce qu'au lieu d'une chute de 8% du PIB, on aura 7,5%, mais même si on sait que l'impact sera un peu négatif sur le dernier trimestre. Mais évidemment, ça pose énormément de questions sur la 2021 et sur le premier trimestre 2021 aujourd'hui. Et donc sur la zone européenne, on attendait une croissance de 4,9%. On est revenu aujourd'hui à 1,9%. Donc oui, la conséquence de cette période de confinement, je crois qu'il faut être réaliste aujourd'hui. On ne va pas sortir le 1er ou le 13 décembre en fonction des pays européens. On ne va pas sortir de la période de confinement aussi facilement qu'on ne le pense. On va rester dans une période de confinement light, entre guillemets, au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Et donc la conséquence économique va se faire ressentir sur le premier trimestre. N'oublions pas en plus que l'on va avoir, si je prends le cas de l'Europe, inéluctablement, même si j'ai un accord, un impact négatif sur la croissance du Brexit, rien que pour des raisons d'organisation, et ça aura un impact important en Grande-Bretagne, mais en Europe aussi. Donc oui, on doit revoir nos scénarios fortement à la baisse, pour la zone européenne en particulier, parce que l'Europe est particulièrement touchée par la pandémie. Par contre, ce n'est pas le cas aux États-Unis, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on attend ce plan de relance, qui va arriver d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, soit on a un plan de relance qui est un accord entre les démocrates et les républicains pendant la période, je dirais, de transition,
jusqu'à l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, soit on a un plan de relance au moment où Biden arrive, donc c'est-à-dire début janvier, 20 janvier, on aura ce plan de relance. Donc plan de relance évidemment fondamental, on a aussi en Europe, mais à part qu'aux États-Unis, c'est un deuxième plan qui vient se rajouter à un premier, qui va soutenir la consommation. Or, on sait que la croissance américaine, plus de 70% de son PIB, c'est la consommation. Et donc, évidemment, ce soutien pour les ménages sera fondamental pour permettre à l'économie américaine de rebondir. Premier trimestre compliqué aussi, dans un contexte en plus politique qui va être compliqué, mais par contre, des perspectives un peu meilleures qu'en Europe. J'aimerais qu'on évoque un exemple que vous m'avez tous les deux, dont tous les deux vous m'avez parlé, c'est le cas de la Chine. Vous disiez tout à l'heure que cette année 2020, dans la globalité, l'activité sera négative. On va se retrouver avec une croissance négative du PIB, à part la Chine. À part la Chine qui fait exception, et c'est quand même assez ironique, si on estime, enfin, quand on sait que la pandémie vient quand même de la Chine. Maintenant, la Chine a connu cette pandémie avant nous. Rappelons simplement que, manifestement, mois de novembre, décembre 2019, la Chine était déjà confrontée à cette pandémie à ce moment-là. Un pouvoir évidemment centralisé qui prend des mesures qu'on ne peut pas prendre dans les démocraties, même si on peut discuter sur l'élimination de nos libertés, etc. Mais on n'est pas du tout dans le même modèle au niveau de la Chine. Donc des mesures qui ont été drastiques, importantes, et un rebond de l'économie justifié par deux raisons. La première, c'est que très clairement, aujourd'hui, la Chine n'a pas une deuxième vague, ce qui joue évidemment en sa faveur. Et deuxième élément, par rapport à la première phase de la crise qu'on a connue sanitaire, on a eu ces vagues qui se sont déplacées au niveau mondial. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment qu'elle s'est concentrée sur l'Europe et sur les États-Unis. Pas du tout, ou en tout cas nettement moins sur la zone asiatique. Donc la zone asiatique se reprend et profite évidemment de la reprise de l'économie chinoise. Et deuxième constat intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans cette deuxième vague, l'industrie n'est pas touchée. C'est-à-dire que comme on fait un confinement qui est light, aujourd'hui, l'industrie fonctionne et donc le commerce international reprend. Position évidemment essentielle pour la Chine, puisque la Chine est un exportateur et que la croissance chinoise est soutenue par les exportations. Donc c'est un élément évidemment de soutien pour l'économie. Donc ça va être c'est l'énorme paradoxe aujourd'hui. La Chine va mieux s'en sortir, la Chine va avoir une meilleure croissance que l'économie américaine, donc elle va être plus performante à la sortie de la crise que les États-Unis. Et dernière peut-être réflexion encore sur la Chine, ils n'ont même pas encore utilisé toutes leurs cartouches au niveau monétaire, alors que les banques centrales en Europe, aux États-Unis, ils ne savent plus baisser les taux, on est au plancher, et on sait très bien qu'avec des taux négatifs aujourd'hui, c'est contre-performant, et plus aucune banque centrale ne va prendre le risque de passer en territoire négatif. Par contre, la banque centrale en Chine a encore de la latitude. On l'a compris, surperformance de la Chine au niveau économique. Est-ce qu'au niveau marché financier, c'est la même chose ? Oui, absolument. Je pense, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on observe ? Aujourd'hui, la Chine n'est peut-être pas encore le premier pouvoir mondial en termes d'économie, mais c'est une question de quelques années avant que la Chine va le devenir. Mais aussi, on est dans un monde qui est de plus en plus déglobalisé, voire même un monde qui devient bipolaire, avec d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine, l'Europe qui se trouve quelque part au milieu. Et ça se traduit sur les marchés financiers avec une situation où, dans le passé, quand les actions américaines montaient, l'entièreté des marchés mondiaux montait. C'est devenu moins en moins le cas. Et donc, chez BlackRock, on considère en effet que c'est devenu très important d'avoir dans des portefeuilles et des titres américaines, européennes, mais aussi d'avoir de l'exposition à la Chine, que ce soit à travers des actions ou à travers des obligations. Parlons maintenant un peu de ce qui s'est passé il y a quelques jours maintenant avec l'annonce de Pfizer dont le vaccin contre le nouveau coronavirus serait efficace à 90%. On a vu une réaction explosive sur les marchés avec des indices qui gagnaient plus de 6%, voire 8%, et des actions qui gagnaient certaines presque 50% en une séance. Comment est-ce que, après quelques jours, vous voyez cette réaction ? Est-ce que pour vous, elle est justifiée ? Oui, c'était une session de lundi assez incroyable. Je pense que
il y avait pour les investisseurs un sorte de moment de souffle où enfin il y avait une bonne nouvelle concernant cette crise sanitaire. Et ce qu'on a vu lundi et aussi un peu mardi, c'est une sorte de rotation, je ne vais pas dire sectorielle, mais une rotation où les investisseurs sont sortis des titres stay at home vers les titres qu'on pourrait dire get out of your house. Donc lundi, on a vu les secteurs de la technologie qui ont en fait sous-performé la moyenne des indices, avec des titres ou des secteurs comme Kinopolis, les cinémas, qui ont fortement surperformé, avec en général en fait une prime de risque Corona qui a diminué pour refléter en effet cette bonne nouvelle de l'annonce de la part de Pfizer. Et cette annonce, est-ce qu'elle a modifié votre scénario? Est-ce que finalement cette rotation sectorielle, vous pensez qu'elle va perdurer ou c'est un simple effet de rattrapage? Je pense que les investisseurs et quelque part aussi les gouvernements, les États, ont maintenant un point, une vue sur quand potentiellement cette crise sanitaire va se terminer. Et bien sûr, les marchés financiers, ils n'aiment pas l'incertitude. Et le fait d'avoir ce repère, cet horizon, ce repère à l'horizon, aide évidemment les investisseurs à voir le bout du tunnel. Et donc, on pense que ceci va être positif pour les marchés financiers, pour les mois à venir, oui. Donc la surperformance qu'on a connue du secteur technologique, elle est finie? Ou, comme on disait, cette tendance qui perdure et qui s'est accélérée pendant la crise va continuer? Nous pensons que d'un côté, cette prime de risque a maintenant diminué et donne donc des perspectives positives pour les marchés financiers. Bien sûr, comme je le disais avant, il y a certaines tendances qui datent même avant de la crise Corona, qui vont persister et qui vont continuer. Et le secteur de la technologie en est un exemple qui va continuer à être crucial, enfin, va être de façon permanente dans nos vies. Et donc, le secteur de la technologie va bien sûr en profiter également. Juste avant d'avoir vos points de vue sur l'année prochaine, j'aimerais d'un point de vue économique qu'on parle un peu des déclarations qu'on a eues cette semaine, notamment de banquiers centraux qui ont dit oui, c'est une très bonne nouvelle cette annonce de Pfizer, mais d'un autre côté, ça ne change rien à court terme. Powell, le président de la Banque centrale américaine, a dit les prochains mois seront difficiles. Absolument. Si on reste sur l'image du tunnel, on voit au loin l'ouverture du tunnel. Mais on est encore en plein dedans. Il faut bien garder cette métaphore en tête. Pourquoi on est encore en plein dedans? D'abord parce que nous sommes dans cette phase de confinement encore aujourd'hui et on va y rester probablement jusqu'au début de l'année prochaine. Donc l'impact va être négatif sur l'économie européenne dans un premier temps. Deuxièmement, on risque d'avoir très clairement une phase de confinement aux États-Unis qui est en train de se mettre en place parce que les chiffres nécessitent cette phase de confinement. Donc ça aura aussi un impact négatif sur l'économie. On va avoir cette incertitude, alors même si Trump a pour la première fois aujourd'hui laissé entendre qu'il pourrait avoir perdu, c'est la première fois qu'il le sous-entend. Donc ça veut dire qu'on aura quand même la phase de transition entre les deux présidents qui va rester compliquée, qui va peser sur les marchés. Et je l'ai dit, on va avoir clairement la fin des mesures des soutiens des gouvernements qui vont donc amener à une augmentation des faillites et du chômage. En quelques mots, juste pour finir ce débat, pour 2021, quelles sont vos prévisions? Est-ce qu'elles sont plus positives que 2020 ou sera aussi une année compliquée? D'abord d'un point de vue économique. Alors au niveau économique, je l'ai dit, on revoit nos prévisions à la baisse. Donc clairement, par rapport à nos premières prévisions, c'est moins positif qu'attendu. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas positif, mais ça veut dire que ce sera moins positif qu'attendu. Évidemment, l'arrivée d'un vaccin va changer fondamentalement la donne, mais de grâce, on ne réussira que si on reste et on respecte la période de confinement suffisamment de temps. Et d'un point de vue des marchés financiers? Oui, je pense que les marchés financiers regardent évidemment un peu plus loin que les effets court terme sur l'économie. Donc on est positif pour les marchés financiers pour 2021, avec peut-être dernièrement aussi un trend d'une évolution vers les investissements durables qui s'est initié avant la crise Corona-19 et qui va continuer en 2021 de façon très, très forte.
Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour du débat. Merci à vous deux d'avoir participé et merci à vous, internautes, de nous avoir regardés. Je passe donc la main à ma collègue Jennifer Neal pour le second débat de la journée.